Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Leur passion, le Moyen-Âge. Vous pouvez les rencontrer lors des fêtes médiévales un peu partout en Provence. L'association La Guerre des Couronnes, basée à La Penne-sur-Yvonne, réalise des reconstitutions historiques, plus particulièrement de la période s'étalant de 1380 à 1410, en pleine guerre de Cent Ans. Didier Dadeta, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association La Guerre des Couronnes. Alors expliquez-nous comment est venue cette passion finalement de se tourner vers le Moyen-Âge. En fait, tout a commencé lorsque j'étais enfant. En fait, c'était en 1977, j'avais 10 ans. Et mon père me faisait faire une collection qui était à l'époque qui était éditée par FR3 et Larousse, qui s'appelait l'Histoire de France en bande dessinée. Et un jour, mon père me dit, tiens, va prendre ton livre. Et lorsque je ressors, j'ai dit, papa, quand je serai grand, je serai ça. Et mon père me dit, c'est quoi? Et il était question de la chevalerie. Okay. Et ce jour-là, ça a commencé, ça ne m'a plus jamais quitté. Oui, ça ne vous a plus quitté. On peut du coup vous voir en ce moment lors des différents festivals de la région. Moi, personnellement, je vous ai rencontré lors de l'Uma Mirabeau. Oui. C'était au Pen Mirabeau. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut voir déjà des combats, c'est ça que vous organisez en tenue de chevalier? Absolument, on fait des combats, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Il y a un volet culturel qui est très important. On reconstitue une partie de la culture de cette époque-là, d'il y a 600 ans. On reconstitue les combats, on reconstitue les armures, les écus. On doit se procurer des épées pour faire ceci, des épées sécurisées qui nous permettent d'évoluer tout en étant réaliste le plus possible dans les gestes, mais en essayant de ne pas blesser l'adversaire. Mais on reconstitue aussi l'environnement immédiat de ces gens-là à cette époque-là. Donc on va monter un campement avec le lit pour les seigneurs, de quoi manger avec la nourriture de cette époque-là aussi. D'accord, oui, c'est une vraie immersion, évidemment, dans la vie de cette époque-là. Vous avez un personnage aussi que vous incarnez? Oui, alors j'incarne Ferry Ier de Lorraine, qui était comte de Vaudémont, qui a vécu de 1368 à 1415, qui est mort à la bataille d'Azincourt, une grande bataille en plein milieu de la guerre de Cent Ans, qui opposait les Français aux Anglais pour une contestation du trône de France par les Anglais. Ce seigneur, il était lorrain. On essaie de reconstituer une petite partie de la vie de ce seigneur-là, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'existe pratiquement plus rien. On n'a pratiquement plus de sources, on n'a pratiquement rien sur ce seigneur-là. Alors, je porte vos gants que vous avez vous-même réalisés, c'est ça, je crois? Oui. Dans la vie de tous les jours, je suis infirmier et pour mon passe-temps favori, je suis aussi armurier, donc je forme le métal. Je le forme à froid, avec des marteaux, des formes, et ça donne une des pièces que vous avez là à la main, qui est un gantelet qu'on appelle hourglass en anglais, qui veut dire en français sablier. Magnifique, et donc là c'est évidemment primordial pour un chevalier d'avoir les mains protégées lors des combats. Oui, effectivement, les épées qu'on utilise à l'époque sont des épées avec une garde en croix qui symbolise la croix du Christ, et les doigts sont particulièrement exposés lors des combats. Donc à cette époque-là, ils portaient des gantelets qui leur permettaient d'encaisser des coups de grande force tout en essayant de ne pas trop les casser. Alors on imagine le temps passé à créer tous ces objets. Vous avez créé aussi votre armure, là vous êtes venu avec elle. Ça vous prend combien de temps de faire tout ça? Eh bien, les pièces que vous avez dans les mains, ainsi que le plastron que vous avez ici, c'est une armure qui m'a pris à deux avec mon fiston près de 6 mois à raison de 6 à 8 heures de travail par jour. Impressionnant. On est dans une temporalité qui est autre, c'est du travail manuel, donc ça prend énormément de temps, beaucoup de patience. Il faut également être précis pour respecter les galbes de l'époque. Alors les matériaux de l'époque ne sont pas du tout ceux-ci, puisqu'aujourd'hui on utilise de la tôle noire qui est laminée à froid, alors qu'à l'époque c'était du métal qui était étiré avec des masses. Alors vous vous inspirez de documents historiques, évidemment, que vous allez chercher un petit peu partout et qui vont vous permettre d'être très fidèle dans ce que vous proposez. Oui, effectivement, Camille, le document que vous avez dans la main, c'est un fac-similé de l'armorial Bélanville qui date des années 1390. Et pour être sûr, sur nos écus, de pouvoir retrouver le coup de crayon, la patte de cette époque-là, pour encore une fois, être beaucoup plus dans l'immersion, plus près de l'histoire, eh bien, on s'inspire de documents comme celui-ci.
D'accord, oui, c'est vraiment primordial. Qu'est-ce qui vous fascine tant justement dans le fait voilà, de participer aussi à ces rendez-vous qu'on voit de plus en plus en Provence, qui séduisent d'ailleurs de plus en plus Oui. les gens? Alors, ce qui moi me passionne, c'est de faire remonter à la surface un passé qui est définitivement disparu. 600 ans d'histoire, c'est court, mais c'est long également à l'échelle humaine. Et moi, ce qui me passionne, c'est d'exhumer quelque chose qui pourrait être poussiéreux et de faire en sorte que l'histoire aille vers les gens. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que la plupart du temps, dans les musées, tout ce qui est armurerie, matériel, est enfermé derrière des vitrines. Ce qui me plaît, moi, c'est de faire rencontrer ça aux gens, de leur faire voir qu'une armure, ça a un poids, ça a une odeur, le fer a une odeur, parce que le fer s'oxyde en permanence, on doit le graisser. Et c'est le mettre sur soi pour faire se rendre compte aux gens de ce que c'est qu'un chevalier vivant. Et évidemment, là, quand on vous voit, on va voir des images après de vous lors des combats, c'est impressionnant. On se rend compte, c'est plusieurs dizaines de kilos une armure sur le corps. Hein. Oui, absolument. Pour les armures les plus légères, les armures de combat font entre 15 kilos et on peut monter jusqu'à 25 kilos pour une armure de piéton. Les armures de cavalier peuvent monter jusqu'à 35 kilos. D'accord, et donc on imagine, il y a une préparation, une façon de se tenir, je crois que vous enseignez aux gens pour essayer de ne pas se faire mal déjà. Oui, effectivement. Alors le port de l'armure, c'est quelque chose de très particulier, ça s'apprend. Le plus difficile, alors parce qu'on est entravé, il y a beaucoup de mouvements qu'on peut faire, mais il y en a beaucoup qu'on ne peut pas faire. Par exemple, mettre un chapeau quand on est en armure, ça peut se révéler être compliqué. Oui. Boire peut être difficile lorsqu'on a un gantelet comme celui que vous portiez tout à l'heure. Une armure, il faut être très droit. Il faut éviter les torsions du torse, les torsions de la tête pour éviter de plier le rachis et que l'on ne se blesse, effectivement. On voit justement là, ces images magnifiques des combats. Donc ça fait partie aussi de votre engagement. Vous retrouvez, c'est des amis, comment ça se passe justement? Qui participe à ces combats? Alors, la Guerre des Couronnes a été créée en l'an 2000. C'est une association, c'est une formidable aventure humaine. On vit tout un tas de choses qui sont passionnantes, très, très fortes, très profonde. Et en fait, en famille aussi, hein, parce que je crois que voilà, évidemment, après il y a l'épouse, le fils. Oui, effectivement. En fait, ce sont plusieurs familles qui se sont agglomérées sur le même projet. Et en fait, ce n'est pas simplement une rencontre d'amis, c'est effectivement beaucoup plus que ça. On a des liens très très forts et je crois que ça se voit lorsqu'on nous rencontre au cours de ces combats, de ces manifestations. Et donc tout ce que vous montrez est unique. Hein. Là, vous êtes venu aussi avec une épée. Oui. Est-ce que vous pouvez nous la montrer du coup? Alors là, c'est la restitution d'un baudrier, d'une épée de cette époque-là. Donc elle est, comme tout ce qui appartenait au seigneur, c'est richement ouvragé. Il a des appliques en bronze, en laiton. Et puis l'épée elle-même s'inspire beaucoup de ce qui se faisait à l'époque, à savoir que c'est une épée qui fait 1 mètre de long. Elle est un petit peu plus lourde que les modèles historiques. Celle-ci fait 1,3 kg, 1,4 kg, alors que les armes de l'époque faisaient 850 grammes maximum, et étaient tranchantes comme du rasoir. Celle-ci, la tranche fait 3 mm pour éviter de se blesser. Cependant, lorsqu'on n'est pas protégé par une armure, ça peut occasionner des blessures très graves. Et oui, l'armure, l'importance d'avoir plusieurs couches. Quand on vous a vu vêtu là tout à l'heure, il y a plusieurs couches de vêtements, la cotte de maille. Voilà, tout ça c'est très précis finalement. Oui, il y a une expression qui symbolisait ça très très bien autrefois, qui s'appelait être couvert comme Saint Georges, parce que Saint Georges c'est le saint patron des chevaliers, donc il est équipé d'une armure. Donc on va porter des sous-vêtements, plus des vêtements spécifiques qui sont gambisonnés, c'est-à-dire qui sont rembourrés, et par-dessus on va porter l'armure qui va être tenue avec des boucles, des attaches de cuir, et ainsi de suite. On doit avoir très chaud du coup là-dessous. Alors effectivement, vous avez absolument raison. Le plus difficile quand on porte une armure, c'est pas le poids, parce que tant qu'on bouge, on ne la sent pas. Par contre, il fait extrêmement chaud. En même temps, on transpire beaucoup sous une armure, et en fait, il se passe que lorsqu'on transpire, on élimine des toxines, et ces toxines se collent contre l'armure et vous reviennent dessus. D'accord. Donc ça occasionne des fatigues supplémentaires. Alors là, c'est vous aussi qui avez réalisé, c'est ça, hein, ce bouclier? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un écu. C'est un écu qui est fait pour être beau. Il n'est pas utilisé en combat, celui-ci. Donc il est fait en cuir, repoussé et peint. Magnifique. Ouais, on imagine aussi, vous êtes formé comment, du coup, à toutes ces techniques? Tout est très empirique chez moi. Je teste beaucoup de choses, j'essaie beaucoup de choses. Et au final, ça donne des objets qui, comme ceux-là, sont peut-être pas parfaits au niveau historique, mais qui
peuvent être crédibles. Ouais. Alors vous participez à des reconstitutions historiques également, Oui. donc celle de la bataille d'Azincourt, hein, c'est ça. Donc là, vous allez dans différents festivals un peu partout Tout à fait. en France. Donc là, en fait, vous soulignez un point important. En fait, on ne devient pas reconstituteur comme ça du jour au lendemain. C'est une démarche qui est très complexe. Et nous avons eu la chance d'avoir la confiance du conservateur du musée d'histoire d'Azincourt, Monsieur Christophe Gilliot, qui nous a fait confiance, qui a décelé chez nous un grand potentiel et nous a donné la chance de pouvoir vraiment monter en niveau. Ça a été vraiment une aventure qui a été très particulière, très forte. Et la deuxième grande étape, ça a été d'aller en Italie. Alors les Italiens sont très très forts, notamment pour tout ce qui est vêtements et chaussures médiévales, où aujourd'hui encore, comme à l'époque, ce sont les meilleurs. Ils font les vêtements qui sont les plus beaux et les chaussures qui sont les plus réalistes, historiques et les plus belles. Donc chaque année, on peut vous retrouver un peu partout dans la région. Là, prochainement, quels sont peut-être les rendez-vous qu'on peut donner aux téléspectateurs? Alors, le premier week-end d'août, nous sommes à la fête de Montrond-le-Fort, qui est à côté de Montbrison, près de Saint-Étienne, où là c'est une très 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 belle fête médiévale, où il y a un grand public, un petit peu, il y a alors Montbrison, la fête de Montrond-les-Bains bénéficie d'un site historique, alors que Loumirabeu non. Cependant, l'alchimie fonctionne quand même à Loumirabeu. Et après, on est le dernier week-end de septembre, on est en Italie, à Terra del Sole. D'accord, génial. Donc on peut vous retrouver sur Internet, évidemment, pour vous suivre. Est-ce que s'il y a des gens passionnés qui ont envie peut-être, je ne sais pas, de venir apporter quelque chose, ils peuvent vous contacter aussi? En fait, ce qui est intéressant, parce que ça reste une association loi 1901, ce qui est intéressant, c'est pas tant les savoir-faire des gens, parce qu'on peut leur apporter ce savoir, comment reconstituer un objet, comment reconstituer un esprit. Ce qui est intéressant, c'est avant tout qu'une personne puisse être attirée par l'histoire, que l'histoire lui plaise, et puis surtout qu'elle arrive avec son cœur et qu'elle apporte quelque chose d'innovant et puis surtout quelque chose de chaleureux au groupe qui existe déjà. En tout cas, on sent votre envie de transmettre dans tout le groupe. Là, c'est vraiment un plaisir sur ces festivals. C'est vrai que pour l'avoir vécu, j'ai trouvé qu'il y avait une écoute, une envie de faire partager, ce qui est vraiment noble en tout cas. Donc je vous invite à aller les découvrir. Merci d'avoir été avec nous, Didier. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle fin de journée sur Provence Azur. À bientôt.